c'est un peuple dont on parle extrêmement peu, les Ouïghours. Environ 50 Ouïghours sont actuellement détenus dans une prison thaïlandaise au sein d'un centre réservé aux migrants en situation irrégulière, après avoir fui les persécutions et les crimes commis par Pékin contre leur communauté en début de semaine dernière. La presse et la communauté internationale se sont alarmés d'un projet d'expulsion vers la Chine, projet que Bangkok a démenti hier. Bonjour Laurence Defranou. Bonjour. Vous êtes journaliste à Libération et vous êtes spécialiste de la question ouïghour. Vous venez de publier Les Ouïghours, histoire d'un peuple sacrifié. C'est une réédition chez Talandier. J'aimerais que vous nous disiez qui sont les Ouïghours parce que beaucoup de gens ignorent encore qui ils sont. C'est un peuple d'Asie centrale qui est issu d'une civilisation qui a ses racines dans l'Antiquité. Ils vivent très majoritairement au Turkestan oriental, on appelle aussi le Xinjiang, qui est une région dans l'ouest de la Chine, grande comme 3 fois la France à peu près. Ils sont environ 12 millions, ils ont une culture musulmane, mais ils ne portent pas leur religion en étendard, comme veut faire croire Pékin. Ils ont au contraire une grande culture qui repose beaucoup sur la littérature, la poésie, la musique. Et c'est une région qui a été annexée peu à peu par la Chine à partir du 19e siècle, par l'Empire chinois, quand le Parti communiste avait promis l'autodétermination, mais en 49, en fait, en 1949, c'est totalement le contraire qui s'est passé, avec une annexion très brutale, une colonisation et une répression qui continue encore aujourd'hui. Oui, ce sont des turcophones. C'est un peuple turcique, donc leur langue est proche du turc. Oui. Et aujourd'hui, donc, ces 12 millions d'individus, donc c'est un chiffre vertigineux à l'échelle de la Chine, ces 12 millions d'individus sont discriminés, sont oppressés, contraints donc de vivre de manière à ce que Pékin soit euh, content ou en tout cas rassuré de leur comportement avec des camps de détention. Et là, on est dans des proportions qui sont complètement vertigineuses Oui, également. en fait, il y a eu des grandes manifestations dans les années 80-90 où les Ouïghours demandaient l'arrêt des essais nucléaires qui étaient organisés dans leur région, qui est une région semi-désertique, qui demandait des élections libres, la fin de la discrimination et la répression de ces manifestations pacifiques a été vraiment terrible, sanglante, parce que pour la Chine, cette région est très importante. Il y a énormément de ressources naturelles. Elle est aussi frontalière de 8 pays et il était vraiment très important pour eux qu'à la suite de la chute de l'URSS, que les Ouïghours, qui sont très proches de leurs voisins tadjiks, ouzbeks, ne fassent pas sécession. Et à partir des attentats de 2001, du 11 septembre 2001, de la lutte contre le terrorisme, en fait, Pékin a Mm. inventé de toutes pièces un terrorisme islamique, djihadiste ouïghour, Qui n'existe pas. qui n'existait pas, non. Il y Qui a n'existait pas, mais il existe maintenant. alors aujourd'hui non, ça c'est sûr que non, mais parce que la surveillance et la répression est telle que même une organisation associative ou politique est totalement impossible. Il y a eu des attentats, mais en fait, la répression des libertés, l'accaparement des terres, le travail forcé, la restriction des libertés a, a- a déclenché un tel apartheid, une telle répression qui a eu aussi des mouvements religieux. Mais des attentats, mais c'est très difficile à dire parce qu'en fait, il y a eu des attentats, jusqu'en 2013-2014, des bombes qui ont été mises dans des bus, mais toute défense de leur liberté ou toute défense contre la discrimination était qualifiée d'extrémisme ou de terrorisme islamique, même pour des mouvements publics en fait, hein.
Mais alors et justement, vous-même, vous êtes rendu au Xinjiang. On peut encore se rendre au Xinjiang d'ailleurs? Alors, si vous êtes, un ami de la Chine et que vous voulez, dire beaucoup de bien et de dire que la région, tout va très bien et que vous êtes un influenceur, là, oui, vous pouvez y aller sans difficulté, s'il faut être invité. Si vous êtes un journaliste ou un chercheur, là, c'est beaucoup plus compliqué, et notamment, vous êtes suivi, harcelé par jusqu'à 10, 20, 30 policiers en civil qui surveillent tous vos faits et gestes, qui vous harcèlent, qui vous empêchent de parler à la population. Donc une enquête, indépendante est totalement, impossible mais il y a 2 ans, le Haut Commissariat, des Nations Unies pour les droits de l'homme, Michelle Bachelet, a rendu un rapport, vraiment, un rapport très dur contre les autorités chinoises, qui conclut à grande probabilité de crimes contre l'humanité et crimes de masse. C'est-à-dire? De quoi parle-t-on lorsque vous évoquez des crimes contre l'humanité ou des crimes de masse? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une possibilité d'évaluer, ce qui a été commis par le régime chinois? À partir de 2013, avec l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, il a déclenché ce qu'il appelle une guerre du peuple, contre l'extrémisme et à ce moment-là, il y a eu ordre à tous les fonctionnaires d'arrêter et ça a commencé en 2014. Le pic a été entre 2017 et 2019. Là, on estime, plus de 1 million de personnes sur, 12 millions d'habitants. Plus d'1 million de personnes ont été, arrêtées. En 2017, je crois que les arrestations, au Xinjiang, c'était 20 des arrestations de toute la Chine, alors qu'il y a 2 de la population qui va au Xinjiang. C'était des rafles comme aux pires heures de l'histoire avec ils n'avaient pas de place pour les enfermer tous, donc c'était dans des maisons de retraite, des lycées, mais à marche forcée, ont été construits 400 lieux de détention de haute sécurité en quelques mois, dans lesquels les gens il faut bien comprendre que c'est des gens comme vous et moi, c'est des citoyens, c'est pas des criminels, c'est des professeurs, des paysans, des commerçants. Il suffisait pour être arrêté d'un rien, d'avoir coupé son téléphone, d'avoir mis, de l'essence dans une voiture qui n'est pas la sienne, parce que ce qui est c'est pas la première fois dans l'humanité qu'il y a des peuples entiers comme ça qui sont enfermés, mais c'est la première fois qu'il y a les outils du 21e siècle, en fait, hein. Notamment la reconnaissance faciale, et l'intelligence artificielle, les caméras de surveillance qui permettent de les suivre jusque dans leur intimité. Et alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes, justement spécialiste de cette question, Laurence Defranoux, mais j'ai envie de dire une relative indifférence? Alors, il y a eu un grand mouvement, à partir de vers 2019-2020, où là, il y a eu vraiment une publicité qui a été faite. C'est la communauté ouïghour, a été, celle qui vit à l'étranger, la diaspora a été très active, pour, Diaspora importante? oui, près d'1 million, on estime à peu près, beaucoup en Turquie et sinon en Australie et aux États-Unis. Et la diaspora a réussi à faire connaître, au reste du monde, des témoignages, ce qui se passait. Parce que la région était entièrement, placée, sous cloche. Et là, il y a eu des pressions qui ont été faites, sur le gouvernement chinois, qui l'a poussé, vers 2020 à ouvrir, des camps, à libérer des gens. Mais en même temps, beaucoup de personnes qui sont sorties ont été envoyées en prison, pour des peines terribles. La majorité, c'est de plus de 9 ans de prison, c'est 15 ans, 20 ans. Ça peut être juste avoir écouté, de la musique religieuse dans son taxi ou rien, d'avoir, lu le Coran avec sa grand-mère 20 ans avant, vraiment tout l'objectif en fait est aujourd'hui de Pékin est de supprimer la civilisation ouïghour pour des raisons économiques et politiques et stratégiques, pour être absolument certain que cette grande région reste stable et surtout ne se sépare pas de la Chine et que ne déclenche pas un mouvement de rébellion générale.
Alors aujourd'hui, donc, il y a, la question de ces Ouïghours en Thaïlande. Est-ce qu'il y a une diaspora ouïghour importante dans ce pays? Non, non, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, quand la répression a commencé à monter après l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, beaucoup de Ouïghours ont essayé de fuir. Comme ils n'ont pas le droit d'avoir de passeport, c'est extrêmement difficile pour eux de quitter le pays. Donc la seule solution, c'était de partir illégalement. Et une des routes était l'Asie du Sud-Est. Et en Thaïlande, 350 d'entre eux, en 2014, ont été arrêtés pour immigration illégale. Bon, il faut penser que c'est des réfugiés politiques, mais la Thaïlande ne reconnaît pas leur statut de réfugié politique. Et environ 150 ont pu continuer leur chemin vers la Turquie. 109 avaient été renvoyés déjà par la Thaïlande jusqu'en Chine, où ils ont disparu. Et une cinquantaine est restée dans des centres de rétention pour migrants illégaux depuis 11 ans, sans avoir le droit de 11 ans, ouais. visite. Ouais, sans droit de visite, l'ONU n'a pas pu les voir, ils n'ont pas d'accès à des avocats. Ils sont dans la situation est très difficile. Il ne faut pas imaginer une prison comme ici. C'est 80 dans une cellule, devoir dormir par terre à tour de rôle. Il y en a 5 qui sont morts, dont un bébé, un nouveau-né. Et aujourd'hui, donc il reste 48. 23, selon l'ONU, sont extrêmement malades. Certains sont paralysés. Et ils ont appelé, il y a le 10 janvier, ils ont appelé à l'aide parce qu'il y avait toutes les préparatifs pour les expulser en Chine. Donc certains ont commencé une grève de la faim. Ils ont écrit une lettre à l'étranger qui a été rendue publique, et ce qui fait que aujourd'hui la mobilisation, notamment dans la communauté ouïghour, et aujourd'hui, c'est très bien que je sois là pour en parler parce que c'est vraiment une question d'heure. Ils devaient être expulsés lundi, selon des détenus qui ont pu parler à des chercheurs à l'étranger, à l'extérieur. Et grâce à la mobilisation, aujourd'hui, le Bangkok visiblement recule un petit peu. En tout cas, ils ne pourront plus dire qu'ils le font discrètement, et ça, c'est vraiment très important, parce que ce qui attend les 48 Ouïghours, c'est des traitements inhumains, la torture et la disparition. Ça, c'est absolument certain. Est-ce que vous avez l'impression que les choses, bougent, évoluent? Aux États-Unis, on en parle un peu? Alors, on en parle, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, puis la guerre à Gaza, c'est passé au second plan. Donc, C'est bon, vous êtes gentil, moi je dirais 4e ou 3e. ouais, oui, mais bon, il y a encore beaucoup de gens qui s'activent, des militants ouïghours au risque alors que leur famille est emprisonnée, torturée, a disparu, ils continuent à parler pour se faire entendre. Non, c'est plus le pic des détentions comme il y a eu en 2018-2019, mais c'est toujours des emprisonnements, la torture, la mort en prison. Le Xinjiang est devenu une prison à ciel ouvert, et les enfants sont séparés. 1 million d'enfants sont séparés de leurs parents. Donc la situation est toujours dramatique. Merci beaucoup Laurence Defranoux d'être venue nous en Merci à parler. Je vous. renvoie à votre livre Les Ouïghours, histoire d'un peuple sacrifié. Et c'est donc un livre publié chez Talendier dans